que ça n'a pas été un trop grand choc culturel, le fait d'arriver à Jakarta, et tu m'as dit non. Tu m'as dit non. Non, en fait, je pense que le plus grand choc culturel, c'est toujours le premier. Ouais. C'est quand on quitte sa maman, j'imagine. D'accord. C'est le premier choc culturel. Après, c'est quand on quitte ses amis, quand on est petit. Et en fait, j'ai été très bien entraîné depuis l'enfance. Donc, non, Jakarta, ce n'était pas un grand choc culturel, c'était plutôt une découverte intéressante avec des contrastes. La Chine, c'était bien plus grand choc, même si j'avais déjà l'habitude. Non, Jakarta, en fait, c'était plutôt amical. Pour les étrangers, je pense que l'Indonésie, ça peut sembler assez facile. Ouais. Par rapport à Shanghai, par exemple, c'est par rapport à la Chine, oui, c'est sûr. Oui, c'est plus facile déjà. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les étrangers. Il y a beaucoup de l'attitude des locaux vis-à-vis des étrangers, encore une attitude pas d'admiration, mais c'est encore une résultante de l'esclavagisme de la période coloniale. C'est quoi, c'est hollandais? C'est une colonie hollandaise pendant c'est ça, hein, pendant 300 ans. Quelque part. Oui, bien sûr. Oui, la langue est pleine de hollandais. Ah oui. Hollandais. Par exemple, le mot pour dire bureau, c'est kantor. Kantor, c'est le mot hollandais, kantor. Il y a juste un O au lieu de deux O. Alors, tu arrives à Jakarta, tu débarques, mais tu avais, évidemment, c'est sur une mission, sur un mandat que tu es arrivé là-bas. Oui. Tu as vu dans un entrefilet de journal qu'on cherchait un directeur de création quelque part. Et non, je pense que personne ne voulait y aller. Puis je suis tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Et puis voilà, et j'ai pris le boulot. Ouais. Je ne regrette pas du tout parce que j'y suis encore, c'est un beau pays, etc. Mais effectivement, mon premier boulot, un bon poste, j'étais directeur de création exécutif, donc la plus haute marche pour une compagnie au demeurant très, très importante. Voilà. Mais en réalité, la compagnie avait des problèmes financiers, etc., des problèmes même de politique interne, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était pas forcément une bonne affaire. J'aurais peut-être dû rester en Chine, par exemple, parce que j'avais plus de choses intéressantes à faire en Chine. J'ai pris le boulot et puis je me suis rendu compte que c'était pas génial. Par contre, je suis quand même tombé amoureux du pays, donc voilà, j'y suis revenu après une petite boucle d'une année. En fait, maintenant, tu as monté ta propre agence. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu as deux activités distinctes. Tu es d'un côté directeur de création, publicitaire, tu travailles pour des comptes, de firmes privées, et donc ces deux activités, d'un côté directeur de création, et polymorphe, dans le sens où tu es aussi bien à l'aise dans le print que dans la vidéo, et aujourd'hui même dans la vidéo virale. Honnêtement, je pense que ce qu'on appelle les nouveaux médias, c'est pas vraiment nouveau. C'est pas le média qui est nouveau, ça reste des écrans. Ça reste une forme de vidéo, ça reste une forme de mini-télévision, etc. Ce qui a changé, c'est l'interaction, c'est la connexion avec le consommateur. Et en fait, ce qui a surtout changé, c'est que l'utilisateur, le consommateur, il est bombardé de messages. Déjà, quand j'étais à l'école, on nous disait que par jour, on avait quelque chose comme 3000 messages qui nous tombaient dessus. Daniel Robert lui-même disait que c'était un tout petit peu plus que ça. Et aujourd'hui, ça doit être multiplié par 10, ou par 100, ou par 1 milliard, je ne sais pas. Parce que c'est sans arrêt tout le temps, c'est en permanent. Donc le vrai défi, c'est de... Production. Moi, depuis le début, je suis convaincu que personne ne s'arrête pour voir une pub. Bon, et en fait, c'est faux. En fait, il y a des gens qui aiment voir certaines pubs. Les belles pubs, les pubs de Cannes, etc., quand elles sont faites. C'est une forme de communication qui peut être plaisante. J'ai pas eu trop de mal, parce que déjà, quand j'étais, disons, dans les agences classiques, on faisait surtout de la pub télé, et puis des annonces imprimées, des affiches, des choses comme ça. On faisait aussi des brochures, on faisait aussi des choses comme ça, de la communication directe, etc. Mais déjà à ce moment-là, moi j'avais toujours envie de faire un petit quelque chose de différent. J'avais toujours envie d'essayer de marquer l'esprit des gens avec quelque chose qui sortait du moule de la pub.
Pour moi, c'est pas des nouveaux médias, c'est plutôt une nouvelle forme de guérilla, mais en permanence. Il faut savoir qu'en Indonésie, les solutions imprimées sont assez décevantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire par exemple en France. Quand tu fais une production vidéo, est-ce que tu fais un gros travail de préparation, storyboard, est-ce que tu les fais faire? Bien sûr. Pour les storyboards, ça prend plutôt un dessinateur de BD. Et est-ce qu'il y a toujours un storyboard aujourd'hui? Presque toujours. Ça m'est arrivé de faire des productions sans scénario-image, qui est le mot officiel, donc j'en profite pour le promouvoir. On a juste le scénario et puis les images clés. Ça peut marcher. Le client est assez ouvert, c'est assez rare en général. Ta deuxième vie, c'est tes voyages et tes carnets de voyage. Alors, tac, c'est Monsieur sans visage, dans Game of Thrones. Une vie parallèle. J'ai l'impression que j'ai toujours fait ça, mais bon, c'est plus une vie parallèle. Oui. Le premier carnet de voyage, c'était au Canada. Et donc ces carnets de voyage, maintenant, ça fait partie complètement intégrante et qui, d'une certaine façon, est peut-être ta future vie. D'ailleurs, tu sors un livre aujourd'hui même, tu es en train de sortir un livre que nous allons montrer dans l'interview, dans quelques pages, quelques extraits. Et puis, tu voulais parler en particulier d'une anecdote, et tu pourrais peut-être m'en raconter d'autres, des anecdotes de carnet de voyage. Mais là, par exemple, est-ce que tu pourrais nous raconter qu'est-ce qui s'est passé donc, devant un temple indonésien? Oui. Dans le livre, il y a une page qui commence avec le temple de Borobudur. Un temple de Borobudur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des plus grands, un des plus beaux temples bouddhistes du 11e ou du 12e siècle qui existe sur la planète. Il est particulier parce qu'en fait, il a été redécouvert au 19e siècle. Ouais. Il était complètement couvert de végétation, etc. Les gens pensaient que c'était une montagne. Donc c'est le temple bouddhiste qui s'était déguisé en montagne pendant presque plus que 1000 ans. Il faut le voir. Je suis allé plusieurs fois, donc j'ai fait plein de dessins, et dans le livre il y en a. Et la dernière fois que j'y suis allé, j'étais en train de dessiner modestement un petit croquis du temple, et je vois arriver 2 sbires sécurité en fait, qui m'enjoignent à arrêter de dessiner immédiatement et à quitter l'endroit. Je ne pouvais pas dessiner ici. Mais je suis un artiste, j'ai déjà dessiné souvent ce temps. C'est la première fois qu'on me dit ça, qu'est-ce qui se passe? Alors il me montre mon petit set d'aquarelle qui était ouvert, dont il y avait un petit peu d'eau. Et puis effectivement, quand on travaille à l'aquarelle, on utilise son pinceau, on trempe dans l'eau, et puis il y a une chance infime, mais il y a une chance quand même qu'une petite goutte d'eau colorée tombe sur le sol. Alors ils me disent, voilà, regardez, et il y avait effectivement une toute petite goutte de couleur bleue qui était tombée sur le sol. Alors j'étais même pas sur le temple, j'étais genre à 20 mètres du temple, et c'était de la terre battue. Hein, donc, alors ils me disent, ça là, c'est très mauvais pour le temple. C'est très dangereux. J'ai dit, mais c'est de l'eau. S'il pleut, c'est pas dangereux pour le temple, il me semble. Alors là, ils se sont un peu fâchés, ils m'ont carrément poussé dehors. Heureusement, j'étais avec Yuli, et puis elle les a calmés, parce qu'ils ont vu que j'étais en train de retrousser mes manches, puis j'aurais bien pris un pour taper sur l'autre. Mais bon, c'est ton genre, c'est ton genre. Non, pas du tout, mais des fois, c'est proche. Faut pas te chercher, faut pas te chercher, d'accord. J'ai encore jamais fait, puis je recommande pas de faire ça de toute façon. D'accord. Surtout pas en Indonésie ou n'importe où d'ailleurs, mais parce qu'on ne peut pas gagner, même si on les met KO, il y en a 200 millions qui arrivent, et puis de toute façon on est en prison, et puis on est déporté. Voilà. Même si on a raison. Et qui est pour 30 ans. Voilà, et même si on a raison, ça, ils ne cherchent pas à savoir. Donc en fait, ils m'ont accusé de vandalisme, hein, et j'ai trouvé ça... Mais le dessin par lui-même n'a pas un intérêt en soi, qu'un particulier. Non, c'était un dessin tout à fait innocent, je l'ai mis dans le livre pour raconter l'histoire. Tu as 142 pages dans ce livre, c'est quand même énorme. C'est un carnet de voyage, j'ai déjà vu des carnets de voyage de 60-80 pages. Là, c'est un carnet de voyage qui fait quasiment le double, ou le triple presque, de carnet de voyage habituel. Pourquoi aussi épais? Pourquoi autant de pages? Pourquoi autant de dessins réunis en un seul livre? En fait le livre est fait en fonction
des îles principales, enfin disons qu'il y a il y a Jakarta d'abord, parce que Jakarta c'est un monde en soi. Ensuite il y a toute l'île de Java, qui est tout ce qui reste autour de Jakarta. On va à Jakarta, on va à Solo, on va jusqu'à Surabaya, jusqu'au bout. Ensuite, il y a une partie sur l'île de Sumatra. En Sumatra, il y a énormément à faire. J'ai juste couvert un petit peu Padang, un petit peu Palembang, etc. Mais c'est juste des moments comme ça. Donc après, il y a l'île de Bali, bien sûr, où j'ai vécu. Donc il y a beaucoup de dessins sur Bali. D'accord. Pas seulement Bali, mais aussi des petites îles autour, par exemple Nusa Penida. Ce que je cherche dans mes dessins, c'est plus le moment. C'est quoi? C'est des polaroïdes? C'est un polaroïde peint? C'est un moment avec un contraste, et ça peut être juste... En général, c'est des choses très simples. Ça peut être un beau temple avec juste un frangipanier en fleurs ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un en train d'arrêter sa moto à côté d'un chien. Ça peut être un moment comme ça. Mais j'essaie de retrouver la magie de ce moment, et puis en général, je la retrouve avec l'encre de Chine. Encre de Chine pour le dessin. Aquarelle pour la couleur. Oui, c'est toujours de l'encre de Chine. Et tu pars toujours de l'encre de Chine au départ? Toujours. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un pinceau? Soit c'est un pinceau, alors il y a des dessins ou la plume, plus épais, ce sont des pinceaux, encre de Chine. Soit c'est en fait un stylo japonais. Donc du coup la photo ne t'a jamais vraiment complètement attiré? Si, j'ai fait de la photo avant, oui. Mais depuis que je dessine comme ça assidûment pour faire raconter des histoires, moins. En fait, je fais des photos pour obtenir plus de détails lorsque je fais un dessin. Pour faire la peinture derrière, peut-être. Voilà, pour préparer un tableau derrière. Parce que quand on dessine comme pour quelqu'un qui connaît absolument pas l'Indonésie, Jakarta, Bali, etc., et que ton livre, malgré tout, ça devient un livre, 142 pages, on ne parle plus d'un album. Comment faut-il pénétrer dans ce livre? Est-ce qu'on peut rentrer n'importe où? Il n'y a pas de fil d'Ariane en particulier. Et comme je disais tout à l'heure, ils sont classés géographiquement, mais on peut ouvrir n'importe quand, apprécier. En fait, il n'y a pas beaucoup de texte exprès, parce que je voulais juste montrer des moments. Donc des fois, il y a un petit texte comme une signature ou quelque chose qui rebondit avec l'image. Et puis des fois, il n'y a pas de texte du tout. C'est un endroit, ça se passe où, etc. Donc on peut vraiment jouer. Comment est-ce que tu imagines tes 5 prochaines années? Disons que sur papier, je suis quand même assez vieux. Et dans ce métier, malheureusement, ce n'est pas une qualité. Les gens associent l'âge avec un salaire énorme et puis quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup, alors que c'est faux en fait. Je sais, par exemple, moi quand je travaille à la pige, ça m'arrive, je ne suis pas forcément plus cher que des mecs qui ont 20 ans de moins. Donc je ne pense pas que ça va m'arriver, que quelqu'un à Dubaï ou à New York, New York m'appelle sur la base de quoi, parce que mon expérience est très locale. Moi, je pense que ce qui peut arriver, c'est que localement, ça se développe très bien. Mais si jamais on t'appelle à San Francisco, tu y vas? Je pense pas, non. Non, pas forcément. Non. D'accord. A priori, non. Et c'est une parmi les dernières questions, c'est celui de l'enseignement. On a très peu parlé de ta formation initiale, c'est-à-dire estienne, essentiellement. C'était très manuel, c'était pas des concepts publicitaires. Si. En fait, oui, on avait beaucoup de cours de conceptualisation, on avait beaucoup d'heures dans la semaine. C'est une école assez étrange, surtout quand on vient de l'université. On a l'impression de retomber dans l'école secondaire, avec la cour de récréation, avec la sonnette. Si demain on te proposait de monter une école ou d'enseigner simplement, ou même voir de monter une école en Indonésie, est-ce que tu dis Yoplaboum, j'y vais ou... Oui, ça oui. Ouais. Ça oui. C'est la partie la plus importante d'un essai, je pense, d'un directeur de création. C'est d'enseigner, c'est de partager ses connaissances, c'est de stimuler les talents, c'est de leur montrer d'autres. Mais tu ne l'as jamais pratiqué encore?
Vraiment. J'ai déjà été conférencier au Canada, on m'avait appelé plusieurs fois. J'avoue, honnêtement, j'ai pas une voix qui porte très, très bien. C'est pas le fait de donner une leçon ex cathedra à 300 étudiants, ça me plaît pas trop. Par contre, j'aime bien discuter. À l'atelier, plutôt. Ouais. Tu te sens mieux dans un workshop que dans une conférence. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord, parce que tu as le retour immédiat. Oui, plus de contact. Direct. Ouais. C'est plus intéressant. Visuellement, en tout cas, il y a tellement de choses à voir dans tes dessins et dans ta peinture que je me demande si ça ne va pas déborder quand même sur ta carrière professionnelle. Est-ce que ce serait un peu l'objectif? Tout à fait. Ce serait un peu l'objectif, c'est ça? Mais ça ne veut pas dire que tu renies ta carrière professionnelle. Pas du tout. Il y a beaucoup de choses que j'aime en communication, en pub, comme on dit. J'ai toujours pensé que quelqu'un qui serait bon en publicité serait bon en tout. C'est comme ça que j'ai commencé. Être capable de simplifier un problème au point de savoir une solution pour influencer qui que ce soit à acheter ou à faire autre chose. J'ai trouvé ça, c'est une chose importante à savoir faire. Maintenant, il y a des choses que j'aime pas trop, c'est plus dans le domaine disons, quotidien, des relations, les égos, etc. Cela dit, le fait d'avoir appris les langues chaque fois que tu étais dans un pays, ça t'a permis aussi de t'approcher d'une culture, d'être beaucoup plus poreux par rapport à une culture, non? Je suis convaincu que c'est ça qu'il faut faire. On peut pas aller en Chine et puis leur parler en anglais, on peut pas faire ça. Même si dans certains cas on peut s'en sortir, il faut quand même essayer de s'approcher un peu plus du consommateur et puis surtout de ses équipes, de ses clients, etc. En Finlande, on m'avait déconseillé de perdre mon temps à apprendre le finlandais. Bon. Il devait penser tu resteras juste un petit peu, après ça ne te servira à rien. Erreur, je veux dire, j'ai appris assez vite et puis les clients m'adoraient pour ça. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai oublié, mais qui sait, ça m'a ouvert l'esprit pour d'autres langues. Voilà. On est autant de fois homme que l'on parle de langue. C'est attribué, je pense, à Charlemagne. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Grand merci à toi. Merci, au revoir. À bientôt. Je remets mes lunettes. Voilà.